Benjamin Galvaud, qui est l'adjoint directeur général de la Direction générale des entreprises, qui nous parlera. De toute façon, j'avais prévu qu'il parlera tout à l'heure, donc ça tombe bien. On va pouvoir commencer tout de suite avec vous. Alors peut-être pour commencer, moi j'ai découvert ça, je suis pas un spécialiste du coup de l'impression 3D, que la France avait déposé le premier brevet. C'était en 84, le 16 juillet 1984. Ce sont des fous d'une filiale de la CGE, ça nous ramène loin en arrière, qui cherchaient à éditer, si j'ose dire, un objet qui représentait une fractale, cet objet mathématique un peu difficile à concevoir, et ils ont eu l'idée, à Marcoussis, de cette idée de l'impression en 3D, et ils ont fini après, bon, je pourrais raconter l'histoire, mais en détail, par réussir à le faire et à déposer le premier brevet. Donc, France est souvent la première pour un certain nombre d'inventions. Le problème, c'est qu'à l'époque, j'ai retrouvé ça, je ne sais pas si c'est vrai, donc s'il y a des gens du CNRS qui ne me le reprochent pas, mais j'ai lu ça dans un article, le CNRS aurait estimé à l'époque que c'était un truc de rigolo. Non, c'est pas vous, non, c'est un truc de rigolo. Vous êtes acteur, vous aussi, comme Raphaël, de cette industrie. De rigolo, j'espère pas et je pense pas. Je pense que l'exposition et puis le fait qu'on soit tous réunis là aujourd'hui montre que 30 ans après, plus de 30 ans après, en fait, c'est pas quelque chose de rigolo. C'est sûr que malheureusement, on peut dire que effectivement le premier brevet a été déposé en juillet 84 en France et à peu près un mois après aux États-Unis, Charles Hull a déposé à peu près le même brevet sur le procédé d'X-lithographie, avec un succès qui est différent, puisque Charles Hull a fondé 3D Systems. Un an après avoir déposé le premier brevet, il produisait, il vendait sa première machine, et aujourd'hui, c'est quasiment le leader mondial, en fait, dans le champ de l'impression 3D, on va dire plutôt professionnel et orienté vers l'industrie, même s'ils ont fait aussi un passage vers le grand public. Alors, parlez-nous peut-être deux mots de l'exposition, on verra tout à l'heure. Alors justement, effectivement, dans l'exposition, on rappelle un petit peu cette date historique, parce qu'on parle finalement, donc les technos sont nés à peu près il y a plus d'une trentaine d'années, et on en parle beaucoup depuis 5-10 ans à peu près, pour une simple et bonne raison que finalement, au bout de 20 ans, les premiers brevets en fait, sont tombés dans le domaine public. Et finalement, d'autres entreprises ont commencé à pouvoir redévelopper des machines d'impression 3D à plus bas coût. C'est ce qui fait qu'on a pu commencer à voir apparaître des machines à 500 € et qui a créé une deuxième boom un petit peu médiatique de l'impression 3D. Si bien que je pense qu'on peut tous s'en féliciter, et tant mieux, mais ça a en même temps généré une certaine forme de flou, dans le sens où, à un moment, le discours était un petit peu presque utopiste, serait pas le mot, mais on véhiculait en fait le fait d'avoir une machine qui allait être capable de tout faire. Tant qu'à faire, on disait qu'avec celle à 500 €, on allait pouvoir tout faire. Vous verrez dans l'exposition, et je pense qu'au travers de nos discussions, que la réalité est un petit peu différente. Et donc l'enjeu de l'exposition, c'était de faire à la fois un petit peu un état de l'art, 30 ans après, des possibles, des intégrations aujourd'hui dans les domaines, dans différents domaines, aussi bien les intégrations dans les modèles économiques, que dans des appropriations plus individuelles, avec des projets en fait de make-up ou des réflexions autour de l'open source. Donc vraiment l'idée de cette exposition était d'être la plus pédagogique quant à l'impression 3D. Alors c'est pas une exposition non plus technique on présente pas en fait, donc on parle déjà, on fait nous-mêmes un petit égard quand on appelle l'impression 3D, parce que c'est le terme qui a été aujourd'hui choisi d'un point de vue médiatique comme le plus facile à retenir. En même temps, on parle plus spécifiquement de fabrication additive, et dans le champ de la fabrication additive, il y a à peu près une vingtaine ou une trentaine de technos différentes. Donc l'exposition n'est pas à proprement parler sur montrer et faire comprendre ce que sont ces trentaines de technologies, mais montrer des applications. Donc autour de 70 projets, vous verrez des applications qui sont multiples. Et le but, vous verrez que dans beaucoup de cas, on a à chaque fois une vidéo qui est associée pour montrer surtout comment sont faits ces projets-là. Parce que aujourd'hui, l'erreur serait de penser que, et bien souvent d'ailleurs, il y a des formes de crainte qui sont de dire « Ah, mais presque à la manière presque de l'impact qu'il y a eu sur l'industrie musicale, enfin sur la numérisation, qu'on va pouvoir scanner un objet ou récupérer le fichier
d'un objet et puis l'imprimer directement. Ce serait la fin de certains éditeurs, ce serait la fin du métier de designer. Et vous verrez que c'est plus complexe que ça, mais il s'avère que ce qui est important, en tout cas de mon point de vue, je parle là en tant que designer, mais je pense que ça peut être déployé aussi, c'est de comprendre qu'on doit travailler de manière spécifique avec ces outils. Ce sont des outils qu'on peut qualifier d'outils de la 4e révolution industrielle, là où la première et la seconde révolution industrielle avaient marqué la mécanisation de l'outil et la forme, en tout cas, de disparition presque de la forme artisanale de fabrication des objets, où là c'était le geste qui créait l'objet, et puis à un moment la mécanisation a fait qu'on a créé des procédés qui permettaient de reproduire le geste de l'homme, mais de manière mécanique, et à chaque fois ces procédés-là, comme le moulage ou l'emboutissage, reproduisent des objets à l'identique, et c'est ce qui a créé en fait la production dite standardisée. Ça a créé aussi le métier du designer. Donc, ma formation et mon métier de designer, théoriquement, c'est de penser à un objet pour vous tous, mais un objet standard pour tous. Or, les technologies de fabrication numérique, comme les technologies de fabrication additive, permettent à chaque fois qu'on va fabriquer un objet, de fabriquer un objet différent. Donc, bien évidemment, on comprend bien qu'il y a une dimension de personnalisation qui n'existait pas auparavant. Maintenant, les questions pour moi sont méthodologiques. Comment est-ce qu'en tant que créateur ou comment est-ce qu'en tant qu'entreprise, je m'adresse à mes clients et comment est-ce que je conçois des objets que je vais pouvoir personnaliser. Et à partir de là, toute la démarche de conception est plus la même. La façon dont je m'adresse à un client également, puisque si je lui demande de participer au processus de conception, eh ben, je vais l'inclure, là où actuellement le client est plutôt en bout de chaîne. Donc il y a comme ça toute une remise en question, en fait, l'interaction entre l'entreprise, les créateurs et les clients, et puis les dimensions de savoir-faire. Il n'y a pas non plus aujourd'hui d'imprimante 3D magique avec un bouton où on va pouvoir imprimer n'importe quel objet dans n'importe quelle matière. Chacune des technos en fait impose des matières spécifiques et il y a une dimension de la main qui est très très présente. Donc dans l'exposition, il y a une partie notamment qui est dédiée à quelque chose qu'on appelle les nouveaux savoir-faire, des nouveaux savoir-faire qui seraient spécifiques à l'impression 3D et aussi des savoir-faire qui s'hybrident avec les savoir-faire traditionnels qui sont déjà en place parce que quand bien même je pense qu'il peut y avoir une approche de rupture culturelle quant à la façon de faire les choses, et en même temps on s'inscrit dans des tissus et dans des métiers existants avec lesquels il faut trouver un dialogue. Merci François. Peut-être Benjamin Mirzo, venez avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes adjoint directeur général de la DGE et en charge en particulier de tous les projets, enfin, au niveau de l'État, de tous les projets industrie du futur en cours, on en parlera tout à l'heure. Peut-être Raphaël Gorgé, prenez le micro pour compléter, puis on va avoir l'idée d'avoir un échange entre nous. Vous avez reçu, je crois, il y a une semaine, la visite d'une grande personnalité, François Hollande en l'occurrence, dans votre groupe, qui est venu, on s'intéresse à l'impression 3D, comme chacun sait, mais s'intéresse à l'innovation et au futur. Et donc, qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous l'avez vu sur ces nouvelles technologies qui quand même sont assez révolutionnaires? Je crois qu'il s'intéressait aussi à la croissance de nos effectifs et à la performance du compte de résultat, puisque des illustrations d'entreprises qui vont bien sont d'actualité. Et c'est vrai qu'on a été très heureux de cette visite, de cette reconnaissance. Il est venu chez nous sur le site des Mureaux, sur lequel est située notre activité d'impression 3D. Alors, nous, chez Groupe Gorgé, on a lancé cette division Prodways qui fait à la fois les imprimantes 3D. Alors, comme monsieur, au début, on essayait d'appeler ça fabrication additive. Moi, en arrivant là-dedans, je me suis dit, bon, c'est de l'industrie, c'est de la fabrication additive, c'est pas de l'impression 3D. Et puis au bout d'un mois, j'ai renoncé parce que tout le monde disait impression 3D, donc on s'est rallié à cette position. Donc on fait à la fois les machines, les imprimantes, le design des nouvelles matières, qui est extrêmement important, c'est par là que passe l'innovation, et on a aussi une activité de fabrication de pièces sur notre site d'Annecy, avec un parc d'une trentaine de machines qui utilisent toute technologie, toute matière. Donc c'est l'ensemble de la chaîne, et je crois que c'était ça qui était intéressant, à un moment où effectivement l'impression 3D devient un des outils, un des moyens de vivre réellement cette révolution de l'industrie du futur, sans aucun doute un élément très important. Mais si on parle de fabrication additive, ça s'oppose à l'idée de fabrication soustractive, si je puis dire. C'est-à-dire jusqu'à présent, le monde de l'industrie raisonnait dans l'idée qu'il fallait retirer de la matière pour fabriquer des objets.
Et c'est vrai que depuis l'apparition de ces technologies, qui sont, je l'avais dit, très diverses, on est dans l'idée qu'on ajoute de la matière, donc on a évidemment, on peut penser à des logiques d'économie de matière, et puis, comme l'a dit François Brulin tout à l'heure, on quitte le monde de la standardisation industrielle et des grandes masses, et éventuellement on peut rentrer, même s'il ne faut pas l'exclure, mais on peut rentrer dans cette idée d'une industrie beaucoup plus en contact avec le client, avec qui on peut co-créer quelque part les objets. Est-ce que c'est bien ça, finalement, la vraie révolution, au-delà de la technologie? Oui. Cette révolution, je la vois en trois phases. La première, elle existe déjà depuis 25 ans, c'est l'utilisation de l'impression 3D pour faire des prototypes, notamment des premiers de série, des objets qui ont la forme, la géométrie de l'objet final, mais qui n'en ont pas les propriétés. La deuxième, dans laquelle on est entré depuis peut-être 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça, c'est l'utilisation de l'impression 3D pour refaire des objets qui étaient faits autrement, par d'autres technologies. C'est vrai dans le domaine médical notamment, où on va fabriquer, ou dans le domaine de la bijouterie par exemple, on va fabriquer de manière beaucoup plus efficace des objets qui étaient déjà faits par des méthodes traditionnelles d'usinage. Et enfin, la troisième étape, qui matérialisera peut-être encore plus cette révolution, c'est le moment où dès le début, les objets, les sous-ensembles, les produits finis seront conçus pour être fabriqués en 3D. Et ça, on a à peine effleuré le début de l'impact. C'est-à-dire que quand les designers, les jeunes designers industriels, mais on parlera aussi d'art peut-être, mais quand l'ensemble de ces concepteurs auront intégré dans leur formation, c'est-à-dire ceux qui sortiront sur le marché du travail dans peut-être 5 ou 10 ans, auront intégré l'impression 3D comme manière privilégiée ou intéressante de concevoir les objets, là on aura vraiment une révolution, et je dirais même une révolution visible. Puisque si vous regardez autour de nous dans cette pièce, vous allez voir des surfaces plates, des cylindres, des sphères, des cercles, des angles droits, qu'on ne retrouve jamais dans la nature. On s'est habitué à ces designs, mais qui sont en fait un peu une aberration, puisque c'est le résultat de contraintes de fabrication. Les cylindres, c'est souvent de l'extrusion, les surfaces plates, c'est de l'usinage. Quand vous vous promenez en forêt, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça tout simplement parce que la nature a la capacité de mettre de la matière uniquement là où elle est nécessaire. Et c'est ce que permet l'impression 3D. C'est-à-dire c'est l'utilisation la plus extrême, la plus efficace de la matière pour lui donner des propriétés mécaniques, physiques, de résistance, etc. Et ça sera vraiment la troisième étape qui, à mon avis, qui a à peine commencé. Elle commence simplement à être effleurée. Et c'est en ce sens que vraiment je pense qu'on peut parler de révolution, parce que ça sera aussi une révolution dans l'aspect visuel des pièces qui nous entoureront. Je pense qu'on verra des pièces mécaniques qui ont des formes beaucoup plus biologiques. Notre squelette étant en ce sens un exemple assez intéressant de l'utilisation optimisée de la matière. Je ne sais pas si François a un avis sur cette tendance aussi, mais qui me semble absolument passionnant. Alors, vous parliez de l'art et vous avez fait une annonce communiquée qui, je crois, est partie ce matin. Donc, vous êtes en train de lancer, avec Catherine, votre femme, une nouvelle activité dans le domaine du luxe et du design. Est-ce que vous pourrez nous en dire quelques mots? Oui, alors c'est effectivement tout frais. Et même si historiquement, le groupe Gorgé est très positionné sur l'industrie, je dirais même l'industrie la plus rigoureuse qui soit, on travaille dans le nucléaire, l'aéronautique, la défense, et donc ce sont les applications naturelles de nos machines avec un niveau d'exigence, de productivité très important. Mais on constate, et cette exposition ici en est aussi l'illustration, c'est que les métiers du luxe, du design, sont déjà concernés par les utilisations d'impression 3D depuis longtemps. Et ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur parce que ça commence à se développer. Nous, chez Initial, on travaille dans ce domaine-là avec plus de 150 clients, tout secteur d'activité, bijouterie, horlogerie, création, haute couture, des sociétés qui utilisent bien sûr pour le prototypage, mais aussi qui commencent de plus en plus à l'utiliser pour de la fabrication. Dans le domaine artistique, bien sûr, et je ne suis sans doute pas le meilleur pour en parler, mais il y a aussi des possibilités absolument spectaculaires. Et donc on a lancé ce matin la division initiale Les Créations, dédiée au monde de l'art, du design, pour qu'à la fois on puisse réunir
les capacités industrielles, la maîtrise technique, mais aussi la maîtrise artisanale et manufacturière qui va derrière, parce qu'il y a des phases de finition, pour les offrir spécifiquement à ce monde des arts, du design, du luxe, qui ne sont pas forcément familiers, ou pour ceux qui le sont, ils le sont parfois discrètement. Si vous promenez Place Vendôme, il y a à mon avis assez peu de sociétés qui n'utilisent pas l'impression 3D aujourd'hui, mais c'est en train de sortir au grand jour. Chacun fait son coming out dans ce domaine-là. Je crois que c'est le bon moment pour se positionner et donner aussi une réponse à ceux qui s'interrogent sur les possibilités. Les possibilités sont là, elles existent avec une liberté de la création qui est particulièrement intéressante dans ce domaine-là, et c'est bien sûr l'ensemble des matières, différents types de plastique, souples, rigides, résistants, biocompatibles, des céramiques, tout un tas de matériaux selon des procédés directs ou indirects. Donc là, une possibilité de créer extrêmement large, et ça nous semblait important, tout comme on l'a fait dans l'aéronautique, tout comme on le fera peut-être dans d'autres secteurs, d'avoir un point identifié, une équipe dédiée, spécialisée sur ces problématiques-là, qui aussi, il faut le reconnaître, a parfois ses propres codes. Les domaines artistiques et du luxe, je vous avoue, sont parfois un petit peu différents de ceux du nucléaire. Il est important d'avoir des gens plus spécialisés, plus familiers avec ces codes-là, avec un marché qui, lui, est réel. On n'est pas du tout dans quelque chose de théorique, déconnecté. Ce sont des véritables marchés, des pièces qui commencent à être produites en série, avec une souplesse extrêmement intéressante. Voilà pour cette annonce. Merci. François Brumand, peut-être une réaction à ce que disait Raphaël Gorgé sur demain, peut-être même dès aujourd'hui, mais encore plus demain dans le futur. Donc c'est le retour, vous évoquez les inquiétudes sur le métier de designer, etc. Au contraire, c'est une réinvention, et ces designers vont pouvoir concevoir dès l'origine en 3D un certain nombre d'objets, de pièces, d'applications, c'est très diverses. Peut-être faut-il en dire quelques mots, parce que les applications vont de la grande industrie, comme vous le citiez, jusqu'à la santé, effectivement, et on sait que dans le domaine de la santé en particulier, ou les prothèses, un certain nombre d'objets de très petite taille, avec des formes, évidemment, sur lesquelles la personnalisation est évidente, on va rentrer dans un autre univers. Effectivement, alors j'allais rebondir sur presque les attentes de M. Gorgé, sur se dire que finalement les étudiants, ceux qui se forment aujourd'hui, seront ceux qui vont porter la révolution. Je le crois et je le souhaite, et en même temps, malheureusement, ça ne pourra pas se faire qu'avec eux, mais je pense que ce n'est pas le cas. Mais le fait est que moi, j'enseigne dans 2 écoles, à Saint-Étienne et à Paris, et en même temps, les étudiants ont besoin d'être rassurés et de voir que dans l'industrie, ces exigences-là et ces attentes sont là. Et en même temps, quand on parle de retard français, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de structures comme la vôtre, en fait, qui montrent à quel point des gens se sont emparés aujourd'hui de ces moyens-là, comme des moyens de fabrication de demain. Donc on a un petit peu une difficulté à se dire, déjà, quand on enseigne le design traditionnellement, c'est pas forcément évident de faire des visites d'usines et de savoir déjà comment fonctionne l'outil industriel. Mais en même temps, je dirais que des outils industriels, il y en a quand même moins en France, mais il y en a beaucoup. Mais visiter et collaborer avec des entreprises qui ont ces outils d'impression 3D et qui permettent aux étudiants d'expérimenter et de rechercher avec, malheureusement, il y en a toutes. Donc ça veut dire qu'on a besoin, entre guillemets, d'un engagement presque politique et national qui soit autant orienté vers les industries que vers les écoles et l'enseignement, pour arriver en fait à faire évoluer ces cultures de pair. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas se dire qu'il y en a un qui va prendre le pas sur l'autre, et que finalement, on doit arriver à créer des synergies aussi bien dans les gens qui se forment que les gens qui sont aussi dans les entreprises et qui se forment aussi. Parce que de toute façon, les entreprises qui acquièrent ces moyens-là doivent de l'intérieur en fait se transformer. Donc je dirais qu'on est presque tous au même niveau d'une certaine façon aujourd'hui, où il faut que tous on s'interroge sur les nouvelles façons de faire avec ces moyens-là. Et parce que ça interroge effectivement, à la fois, je le disais, dans le cadre de la personnalisation, il y a vraiment une dimension méthodologique qui est différente, où on ne doit plus penser à un objet unique, mais penser à un système qu'on va pouvoir personnaliser, adapter. Donc déjà, il y a une dimension, finalement, les outils de dessin ou de modélisation traditionnels ne sont plus forcément adaptés. On parle aujourd'hui davantage de conception de guide paramétrique, où on intègre toutes les contraintes de l'objet comme des paramètres qui sont susceptibles d'évoluer. Et puis comprendre
aussi que, alors ce qui est compliqué, c'est que justement dans le discours de l'impression 3D, ce sont effectivement des technologies qui permettent de réaliser des formes qu'on ne savait pas réaliser avec les moyens traditionnels. Et en même temps, en fonction de la technologie qu'on va employer, il y a des libertés formelles qui ne sont pas égales en fait. Et là, il y a une vraie connaissance à avoir, comme on a une connaissance de ce qu'est l'injection, de ce qu'est l'emboutissage ou autre en fait. Il faut arriver à créer aussi, finalement, tout bêtement, même ne serait-ce que des cours de technologie où on est capable de rentrer dans le détail, où finalement on fait comprendre aux étudiants que oui, on parle d'impression 3D, mais qu'en même temps on doit leur parler de fabrication additive et qu'il y a des... À quand des imprimantes 3D dans les écoles, dès la 6e, et pas seulement des tablettes Alors ça commence un peu. La difficulté est que, je dirais, moi, pour l'expérimenter au quotidien, c'est, je pense vraiment qu'on peut vraiment être très heureux de la démocratisation en fait des machines. C'est vrai que les coûts ont baissé. Je crois que la course a été dans... Le premier prix, c'est quoi, autour de 500 €? Oui, c'est à peu près ça. Enfin, pour des machines de dépôt, après on pourra voir en fait dans l'exposition aussi arriver à faire la part des choses entre ce que permet de faire une machine à 500 € versus une à 100 000 €. Donc il y a une course comme ça à essayer de faire baisser les prix. Malheureusement, en fait, c'est pas avec la machine à 500 € qu'on est capable d'avoir une pédagogie dans une école. C'est des machines qui ne sont pas forcément suffisamment stables, donc il y a une vraie difficulté. Je ne citerai pas d'exemple, mais je connais plusieurs écoles qui ont cherché à s'équiper, et finalement c'était sur des machines comme ça à bas coût. D'un coup on se dit « Ah, mais c'est ça l'impression 3D ». Ah bah ça marche pas très bien, pas toujours très bien, parce qu'il faut aussi dire les choses comme elles sont. Donc en même temps, on crée comme ça une forme de désillusion, mais parce qu'on n'a pas donné le bon outil, parce qu'on n'a pas été par exemple faire des visites de vos structures, en fait, où on voit quels sont jusqu'où vont les différentes technologies de fabrication additive. Donc, mais il n'en reste pas moins il est malgré tout important de sensibiliser au plus tôt à ces technologies-là et à ces méthodologies-là, parce que le changement doit être avant tout culturel. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot, on fait la liaison avec Monsieur Galzo, mais on va y revenir dans 2 minutes. Regardez le micro, juste un mot sur le mouvement des makers, parce que c'est un mouvement qui, là pour le coup, c'est la révolution culturelle. Il est très foisonnant, c'est très spontané. Il y a des makers un peu partout, et est-ce que c'est finalement une bonne façon de rentrer dans cette révolution que de laisser cette grande liberté finalement à tous ces gens qui se disent je ne vais plus faire, je vais faire moi-même? Alors en fait, c'est vrai qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé encore actuellement. Moi, ce dont j'essaie de parler dans l'exposition, c'est celle de toute presque finalement la 4e révolution industrielle. C'est pas uniquement celle de l'impression 3D, mais c'est celle de la chaîne numérique dans son ensemble. Donc je dirais que des makers, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, c'est très d'actualité, mais on n'a pas attendu l'imprimante 3D pour bricoler. On n'a pas attendu l'imprimante 3D pour façonner son environnement. Par contre, ce qui est nouveau, et ce qui rejoint un petit peu aussi les questions de l'enseignement, c'est qu'aujourd'hui on est capable de partager le savoir. Je pense que en fait, ce qu'on doit voir dans le mouvement maker, c'est une forme de compréhension de son environnement, une compréhension aussi de son environnement technologique. Et que finalement, les gens qui développent une attitude de maker et qui développent des produits, moi je trouve que la grande valeur en fait de ce mouvement, c'est de documenter systématiquement ce qui est produit. Et c'est aussi en fait les opportunités en fait de l'open source, en tout cas, c'est de se dire que quand on commence un projet, on ne démarre pas forcément de zéro. Là où il y a peut-être, avant Internet, en fait, il y a peut-être, il y a 20, 30 ans, ou même plus que ça, il fallait peut-être qu'on rentre dans un cercle de passionnés. Et puis finalement, le savoir était partagé lors de colloques, ou de conférences, ou de réunions. Démocratisation. Voilà. Aujourd'hui, il y a une démocratisation et un partage du savoir qu'il faut aussi avoir en tête. Quand tout à l'heure, je parlais de la remise en question un petit peu même de la boucle, enfin plutôt dans une dimension de secteur industriel et économique, mais de la relation d'utilisation de l'entreprise avec son client et ses utilisateurs. Il y a comme ça aujourd'hui une remise à plat, en tout cas, même des savoir-faire et des connaissances qui est permise grâce à Internet. Et ce deuxième boom de l'impression 3D, il était à la fois lié à la réduction des coûts et en même temps à un contexte en fait, de transmission de savoir qui n'était pas du tout le même qu'il y a 30 ans quand les brevets ont été déposés. Raphaël Lourget, vous travaillez avec des makers. Comment est-ce que vous arrivez vous qui êtes plutôt
plutôt un industriel, justement, à essayer de voir ce qui se passe aussi dans la société, et puis peut-être un mot sur les écoles et sur la formation. Les makers, je ne travaille pas avec eux, je les embauche. On en a... ce que vous dites me fait tout à fait penser à deux cas précis. On est en permanence en recherche d'ingénieurs brillants en développement. Je pense à un Italien qui voulait absolument venir travailler chez nous. La première fois, on ne l'avait pas retenu, on avait d'autres candidats. Le type était particulièrement déterminé et 2 mois après, mon épouse me montre une vidéo. Le type avait fabriqué chez lui une petite imprimante 3D qui était assez moyenne, on va dire, mais il s'était filmé et le thème c'était « Monsieur Gorgé, voilà ce que j'ai fait chez moi, je veux absolument travailler dans l'impression 3D, je veux venir travailler chez vous ». Et bon, il avait fait sa vidéo qui est de mauvaise qualité, sur une imprimante vraiment homemade, mais une telle détermination, je me dis bon, un type comme ça, il faut qu'on le prenne. Et finalement, il travaille chez nous à la R&D. Et un autre, qui s'appelle Karl, lui, pareil, il a cette culture des makers, des gens qui sont capables des bidouilleurs, dans le sens positif du terme. Et on lui a dit, allez, toi tu te mets dans un coin, tu reconçois tel type d'imprimante, mais libéré de toutes nos approches de fabrication. Et les premières choses qu'il a fait, lui, il est parti, le roi Merlin du coin, acheter 2 ou 3 bricoles à quelques euros, démonter une imprimante 2D du commerce à 200 €, et à partir de là, il nous a fait un concept qui, en théorie, pouvait coûter 50 fois moins cher que ce qu'on était capable de faire. Au final, la synthèse est un petit peu entre les deux, mais cette approche-là, elle est vraiment très intéressante, avec cette innovation qui s'est diffusée partout, qui est beaucoup plus accessible, et je pense que l'industrie du futur, ce sera aussi la capacité à intégrer ces savoir-faire individuels beaucoup plus diffusés, collectifs, et je pense que l'industrie et les entreprises pourront en bénéficier tout à fait. C'est très intéressant. Merci. Benjamin Galzo, vous revenez de Pékin, du G20, où vous nous le disiez quand on préparait. On a parlé d'industrie du futur, donc je l'ai dit, vous dirigez à Bercy, je veux dire au sens large, l'architecture un peu compliquée de ce qu'on appelle l'Alliance pour l'industrie du futur avec les industriels qui sont eux-mêmes impliqués. Ce qui est frappant, c'est que autant il y a tout on a réduit le nombre de plans de 34 à 9, il y a une forme de cohérence, mais on a l'impression que l'impression 3D dans ce dispositif-là n'est pas complètement précisément située. On ne sait pas très bien où la mettre. Est-ce qu'il ne faudrait pas une alliance pour la fabrication additive pour fabriquer des leaders mondiaux en parallèle de l'Alliance pour l'industrie du futur, prenant en compte aussi ce côté un peu foisonnant dont on vient de parler, qu'il y a des bidouilleurs peut-être qui sont en train de... On avait créé le premier brevet, je le rappelais tout à l'heure en France, et il y a peut-être quelqu'un qui dans son garage est en train de révolutionner l'impression 3D. Bonjour à toutes et à tous, je voulais d'abord m'excuser pour mon retard, quelques petites difficultés de transport en commun. En ce moment, oui, et puis en plus il y a une alerte à la colis piégé, donc c'était un peu compliqué. Alors, bon, peut-être probablement on a un déficit de pédagogie parce que dans l'ensemble des programmes qu'on lance, le positionnement de l'impression 3D est tout à fait clair. En fait, on avait commencé sur un programme qui s'appelait Usine du futur. Et en fait, c'était centré justement sur les processus de fabrication. Donc ça a été lancé en 2013. Et évidemment, l'impression 3D était et reste un des sujets clés de ce volet. Ce qu'on a fait avec Industrie du futur, c'est qu'en fait, on a élargi la problématique. C'est-à-dire que c'est des sujets que vous avez évoqués, ce qu'on appelle la continuité numérique, c'est-à-dire qu'on ne va pas considérer que le processus de fabrication, le processus, j'allais dire, à l'intérieur de l'usine, mais on va regarder l'ensemble des volets de la numérisation et de la digitalisation d'une activité industrielle. Donc ça va de la conception, ça va évidemment à la fabrication, ça va jusqu'au service après-vente, au service en règle générale, à la gestion de l'entreprise, à ses business models. Tout ça, ça fait un tout. En fait, on ne peut pas regarder chacun des éléments séparément. Mais pour autant, évidemment, l'impression 3D reste pleinement inscrite dans le programme qui s'appelle maintenant l'industrie du futur. Alors,
là aussi une précision par rapport à ce que vous avez dit, l'Alliance pour l'industrie du futur est pilotée par les industriels, par les fédérations industrielles et par un certain nombre donc par les fédérations industrielles qui apportent, j'allais dire, toute la richesse du tissu industriel, puis par un certain nombre de personnalités individuelles qui apportent le dynamisme et les connaissances de l'entreprise. Donc c'est une structure privée, d'ailleurs l'État n'en est même pas membre. On a décidé de parler avec l'entreprise. Mais il coordonne quand même, Emmanuel Macron réunit des... L'État dirige le programme Industrie du futur. Pourquoi l'État dirige le programme Industrie du futur? Parce que, je veux dire, l'Alliance est son bras exécutif, mais il n'y a pas que les membres de l'Alliance qui sont concernés. Et donc, les sujets, effectivement, tout un tas d'acteurs, type start-up ou autres, qui ne se reconnaissent pas nécessairement, spontanément, dans les structures habituelles que sont la Fédération des industries mécaniques ou la Fédération des industries électriques, elles sont évidemment impliquées dans les actions de l'industrie du futur, et depuis très longtemps, parce que les Fab Labs, on les soutient, French Tech, il y a beaucoup d'entreprises de ce type-là, le design, puisqu'ici on a le design, il faut savoir qu'on a mis en place dans tous les pôles de compétitivité, enfin dans un certain nombre de pôles de compétitivité, des designers pour être en appui des entreprises, donc les PME qui généralement n'ont pas la ressource pour se payer un designer, peuvent s'appuyer sur ces designers qu'on finance partiellement pour justement, par améliorer en général le design de leurs produits, mais aussi intégrer dans leur démarche design toutes les démarches nouvelles. Donc voilà, Industrie du futur, c'est vraiment un programme large. L'Alliance en est son bras exécutif, c'est, j'allais dire, les industriels des fédérations qui drivent ce process-là. Mais évidemment, les pouvoirs publics, alors il n'y a pas que l'État, il y a aussi les collectivités locales, l'ensemble des acteurs sont concernés. Et donc c'est pour ça que là, en effet, l'État anime ce programme avec régulièrement des réunions. On en est à peu près à un rythme mensuel, ce qui est des réunions au niveau du ministre est quand même pas tout à fait fréquent. Donc, alors, voilà pour la gouvernance. Après, on en est où de ce que vous pouvez nous dire? Je crois qu'il y a une réunion qui est prévue à la fin du mois. Un point va être fait. On en est où du programme Industrie du futur? Et comme on le verra ce matin, ce qui est intéressant, et ça a été un peu évoqué par Raphaël Gorgé comme par François Breland, c'est un tout. C'est un écosystème, et puis ça va de la formation, de l'éducation et la formation, jusqu'à effectivement la politique industrielle qui du coup se réinvente au travers de ce projet. Ce qu'on sait, c'est que la France accuse un certain retard, notamment les PME dans ce domaine. Donc où est-ce qu'on en est, et quel type de résultats, finalement, concrètement, on peut attendre de ce programme? Alors, bon, je nuancerai tout à l'heure sur le retard de la France. Je cite Louis Gallois, pardon. Oui, non, mais il y a des sujets où on est en retard, il y a des sujets où on est... c'est plus nuancé. C'est plus nuancé, ça dépend par rapport à qui on se compare. Alors je rappelle, il y a cinq grandes thématiques dans le programme Industrie du futur. La première est justement celle-là sur les PME. En effet, par rapport à un certain nombre de pays, on a du retard dans la modernisation du tissu des PME. Et donc ça, c'est un des éléments importants. Et c'est d'ailleurs une spécificité de notre programme par rapport au programme allemand. Dans leur programme, ça n'existe pas. Ils sont moins en retard. Alors, quand ils ont vu qu'on en avait un, ils ont réalisé qu'en fait, ils étaient probablement pas en retard sur la robotique comme nous, mais qu'ils sont en retard sur d'autres aspects. Et donc, ça les a intéressés. Donc, ils nous ont posé beaucoup de questions pour savoir, ah bon, pourquoi vous faites ça? Alors, dans l'architecture française, donc c'est quelque chose qui est fait en partenariat avec les régions. Je crois que le rythme d'avancement, notre objectif, c'était de faire 2000, de sensibiliser et de faire un programme avec 2000 entreprises, programme de modernisation pour 2000 PME d'ici la fin de cette année. On doit en être, je n'ai pas les derniers chiffres, mais on doit en être à 1500. Donc on est dans les clous. Les régions apportent, j'allais dire, l'aspect conseil, parce que quand on dit à une PME, il faut vous moderniser, encore faut-il savoir ce que ça veut dire faire l'industrie du futur, c'est pas évident. Donc là, il y a un réseau d'experts qui a été mis en place et les régions financent cet aspect conseil. Et l'État, lui, finance, il apporte le carburant financier, si je puis dire. Et donc, on a mis en place un premier programme de prêt, en fait, avec BPI, de à peu près 1 milliard d'euros de prêts garantis par l'État, ce qui, en fait, correspond à 3 à 4 milliards d'euros d'investissement.
Et cette première enveloppe est maintenant à peu près, va être consommée dans les mois qui viennent, et on aura une deuxième enveloppe de 1 milliard. Là aussi garantie par l'État, à travers les systèmes BPI, et probablement, on est en discussion avec eux, avec une participation du plan Juncker, le plan de la Banque européenne d'investissement. Donc, ça va faire pas loin de 5 à 6 milliards d'euros d'investissement de modernisation des PME. J'ajoute un élément très important. En enveloppe à dépenser. Pas encore. Non, déjà probablement 3 milliards d'euros d'investissement de fait. Déjà fait. Alors là-dedans, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a des entreprises qui sont en retard sur des choses aussi basiques que les systèmes d'information de gestion, les CAO, des choses comme ça. Si vous voulez, on part d'un existant. Et tout le monde parle du 4.0, mais il y a encore beaucoup d'entreprises en France et ailleurs, des petites, des grandes, qui sont très très... Et oui, qui font encore, il y a encore beaucoup de papier dans les entreprises. Hein, quand même pas... Alors, deuxième aspect financier, la mesure fiscale de suramortissement, qui est une mesure extrêmement puissante. Je vous rappelle, c'est quand même sur la première année, donc qui est reconduite. C'est 5 milliards d'euros, voilà, et elle est reconduite d'1 an, donc c'est dans la loi Le Maire, ça a été inscrit au Sénat dans la loi Le Maire. Et toutes les indications que l'on a, notamment des industriels de la robotique, il y avait le salon industrie il n'y a pas très longtemps, ils ont dit, voilà, cette fois on voit les commandes qui partent. Qui repartent, les industriels, et vous avez vu les chiffres de l'investissement du premier trimestre, à la fin du dernier trimestre, l'investissement repart. Donc sur ce volet-là, évidemment, on va continuer, on va accélérer, mais on est assez content du rythme d'avancement. Pour donner deux, trois chiffres, ce que vous dites, je les retrouve, c'est 34 500 robots dans l'industrie française, 62 000 en Italie, 150 000 en Allemagne, oui. Et peut-être sans doute 3 fois plus en Corée du Sud. Ça, c'est le retard dans la robotique, il est très clair. Ces chiffres-là, que vous avez fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis ce premier point au cœur de notre programme. Deuxième volet du programme, la technologie. Il y a peut-être un problème de micro. Oui. C'est peut-être de ma faute, vous avez appuyé. Non, c'est normal. Alors, volet technologique, ça c'est un volet classique. C'est un volet assez classique de soutien à la R&D. Donc il y a plein de sujets, il y a l'imprimante 3D, il y a le big data, il y a le calcul intensif, il y a les objets connectés, il y a les systèmes d'exploitation embarqués. Je prends juste un exemple. En fait, Gorgé parlait de la troisième phase de l'impression 3D. On a un programme donc, qui permet de faire des objets qui ont des formes qui ne pouvaient pas être faites soit par usinage, soit par fonderie, soit par forge. Et en l'occurrence, c'est dans l'industrie chimique, c'est de faire des réacteurs, donc la partie où a lieu la réaction chimique, avec évidemment des formes de pièces métalliques très particulières que seules des imprimantes 3D peuvent faire. Donc c'est un exemple, mais on a énormément de programmes de recherche, on a recensé en tout plusieurs centaines de projets, on ne va pas très très loin de 1 milliard d'euros là aussi de dépenses de R&D, et généralement c'est 20 à 30% de soutien par l'État, parce que c'est le taux de soutien que l'on a. Troisième volet, donc là-dessus, ça avance, je pense que ça pourrait avancer plus vite. C'est-à-dire qu'on a par exemple un domaine où on a du retard, c'est ce qu'on appelle les plateformes, c'est-à-dire ces outils qui permettent sur un même lieu d'interconnecter divers éléments, de tester tous les objets, de toutes les techniques nouvelles de l'industrie du futur. On a un programme dans ce domaine-là, mais par rapport aux Allemands qui ont déjà des plateformes de grande taille installées, on a très clairement du retard. Mais c'est surtout par rapport aux Allemands, parce que les Italiens n'ont pas de plateforme, les Américains, j'y suis allé, ils n'ont pas non plus de plateforme équivalente à celle que font les Allemands. Donc là, il faut qu'on accélère, le projet il existe, il va être bouclé cette année, mais il faut qu'on accélère. Là, l'enjeu, c'est aussi d'aller à l'export et à l'international. De toute façon, dans tous les cas, vous savez, l'industrie française, on ne produit pas en France à part le ciment ou des choses comme ça, on ne produit pas en France pour vendre en France, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Vous allez dans n'importe quelle PME performante, en fait, généralement, elle exporte 60 à 70%, déjà il y en a beaucoup. Dans le domaine de l'aéronautique, c'est 90%, 95% d'exportation. Donc il y a beaucoup d'exportation dans nos programmes. Donc, troisième volet, les compétences.
les compétences, tous les impacts de l'industrie du futur sur les ressources humaines, les compétences, que ce soit la formation initiale, la formation continue, la reconversion. Bon, là, il faut être clair, c'est un travail de longue haleine et on n'est pas en avance. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui doit être fait de manière concertée avec les organisations syndicales. Il faut prendre ces sujets-là très sérieusement parce que ça va impacter l'ensemble du monde du travail, pas forcément d'ailleurs les moins qualifiés, souvent le middle management, et ça nécessite une adaptation complète des formations qui sont délivrées. Alors, on a commencé, parce que dans l'industrie, dans l'Alliance pour l'industrie future, il y a des établissements d'enseignement supérieur, donc les arts et métiers, et l'Institut de Mines Télécom, donc on a commencé par le niveau, j'allais dire, ingénieur, mais en fait, c'est plus facile, parce que les écoles d'ingénieurs, elles vont évoluer très très vite. Ce qu'il faut qu'on attaque maintenant, c'est le niveau apprentissage, c'est le niveau primaire-secondaire. Alors, primaire-secondaire, dès qu'on touche au programme de l'éducation nationale, c'est quelque chose qui, ça se fait pas d'un claquement de doigts. C'est pour ça, moi, je mise beaucoup sur apprentissage, parce que... Absolument, on en reparlera, d'ailleurs, c'est l'un des thèmes de la troisième tableau. Donc là, Raphaël veut dire un mot peut-être là-dessus, allez-y. Oui, quand on parle de formation, de reconversion, spécifiquement sur l'impression 3D, il faut voir qu'on a aussi une opportunité très intéressante, c'est que cette capacité qu'on a de transformer en une seule étape un fichier informatique, c'est-à-dire un objet qui a été conçu, le fabriquer en une seule étape et le transformer et obtenir l'objet final, ça veut dire que les sites de production vont pouvoir, alors peut-être pas être relocalisés, parce que ce qui a été transféré, je ne suis pas sûr que ça revienne, mais par contre, ça permet l'émergence de nouvelles entreprises industrielles, c'est-à-dire de fabrication, à proximité, sur le territoire. Nous, notre typologie de clients qui achètent nos machines, alors pardon, on n'a pas contribué à la démocratisation, parce qu'on a sorti avant-hier notre machine la moins chère, elle est à 100 000 € et on considère que c'est une performance. Mais on a deux types de clients, soit les grands groupes qui intègrent ces procédés de fabrication additive dans leur process, mais aussi des plus petites entreprises qui, elles, conçoivent l'ensemble de leur process de fabrication autour de ces nouvelles technologies. Et celles-là, maintenant, elles peuvent passer à la phase de production de manière beaucoup plus simple, avec des montants d'investissement industriel plus bas, et surtout avoir accès beaucoup plus vite à un produit, à un démonstrateur. Plus besoin, quand on se lance, je ne sais pas, si vous vous lancez dans les tablettes numériques, l'unité de base, la commande, doit être à quelques dizaines de milliers d'euros pour espérer avoir un début de rentabilité. Aujourd'hui, avec les technologies de fabrication additive, on peut lancer des concepts, lancer un exemplaire de 50, de 100. Aujourd'hui, on a quasiment tous les jours des clients qui nous demandent de lancer des petites séries. Et ça, c'est aussi une évolution, une révolution qui fait que ces outils de production, et donc les gens qui travaillent autour, parce qu'il y a encore des activités manuelles de manipulation, ont peut-être à nouveau une porte de sortie qui avait un petit peu disparu au cours des 10 ou 20 dernières années, où finalement, tout ce qui était manufacturier était inéluctablement transporté dans des pays low cost. Et ça, c'est pas simplement un concept un petit peu utopiste, nous on le voit réellement, c'est-à-dire des petites entreprises qui se montent avec des moyens industriels du coup limités dans leur ampleur, mais qui arrivent à lancer des activités de production, de fabrication d'objets. Et à titre personnel, moi je suis assez content de cette évolution-là, puisque c'est un petit peu la revanche des industriels sur toutes les sociétés, on va dire Internet au sens large ou numérique. L'économie et la progression, c'est surtout vu ces dernières années sur de l'échange de fichiers, de données informatiques qu'on va scanner, analyser, traiter pour vous vendre un maximum de publicité en gros. Là, ce qui est intéressant avec le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est que c'est un petit peu le retour en grâce de l'objet, de la fabrication, de l'interaction entre les ingénieurs, les designers, les bureaux d'études et la fabrication réelle des objets en question, un cycle itératif beaucoup plus rapide. Donc c'est un peu, j'espère, la reprise d'une partie du pouvoir par les industriels sur le tout numérique. Et ça, Google n'a pas encore tout gagné. Alors, ils viennent d'investir une centaine de millions dans une société d'impression 3D également. Donc, ils sont vigilants là-dessus. Ils sont sur tous les sujets, sur les robots. Voilà. Mais ce thème-là, je pense, est intéressant. C'est pas seulement un concept, la relocalisation d'une partie des activités de fabrication grâce à ces nouvelles technologies. C'est important de dire. Peut-être Benjamin Gazzo, justement, là-dessus, est dans l'opportunité que peut représenter
le programme Industrie du futur soutenu par l'État pour réindustrialiser. On parle même aujourd'hui d'usines dans les villes, de retour des usines, enfin en tout cas de fabrication dans les grandes métropoles, au cœur des villes, mais proches en tout cas des lieux de consommation. Pas seulement d'ailleurs Paris, pour prendre le cas de la France, mais toutes les grandes métropoles. Est-ce que l'État, finalement, a aussi cette vision-là, l'idée d'accompagner un mouvement de réindustrialisation, même si, effectivement, on ne travaille pas forcément que pour la France, j'entends ce que vous dites, mais que c'est aussi une opportunité. Non, on travaille pour produire en France et pour vendre partout. Voilà. C'est le Made in France, comme disait un célèbre ministre de l'économie. Absolument. Oui, il est clair que c'est une opportunité. L'industrie future, pas simplement l'impression 3D, l'ensemble de ces éléments est une opportunité, parce que ça rebat les cartes, tout simplement, parce que la manière de faire précédente, donc les positions acquises par les uns et les autres, ne sont pas stables. Pas stables parce que les technologies changent, et pas stables parce que les business models changent. Donc il y a des nouveaux acteurs qui rentrent, et quelque part, comme nous, dans un certain nombre de domaines, évidemment, nos points forts à nous peuvent être j'allais dire, menacés. Alors il se trouve que nos points forts, dans l'industrie française, c'est des points où les tickets d'entrée sont assez chers. Typiquement l'aéronautique, rentrer dans l'aéronautique, il y a des problèmes de certification, il y a des sujets qui font que du jour au lendemain, vous ne pouvez pas faire un Airbus dans un garage. Mais en revanche, il y a tout un tas de domaines, notamment dans la fabrication de pièces mécaniques, dans tout un tas d'éléments de sous-traitance, où en effet, l'aspect coût de main-d'œuvre est moins important. La capacité en revanche à maîtriser ces techniques numériques, la proximité avec les écosystèmes de start-up, de designers, de concepteurs, est l'élément clé, parce qu'il faut être flexible, parce qu'il faut avoir des talents. Pardon. Alors parfois ça peut être au sein de grandes métropoles, mais ça peut tout à fait être aussi dans des zones, j'allais dire, à densité moyenne. On voit que dans le tissu industriel français, il y a de tout. Vous allez, par exemple, dans la vallée de l'Arve, ils sont en train de prendre à leur compte toutes ces techniques, évidemment. C'est pas particulièrement une métropole, mais c'est des zones d'activité industrielle dense. Donc là, j'allais dire, ça permet la richesse, ça permet à toute la richesse du tissu industriel d'éclore. Et je voulais faire écho à ce que disait Raphaël. Et c'est un des points de notre programme, le 4e volet de notre programme, c'est quelque part la communication et l'attractivité et l'exemplarité. Donc il y a différents volets. Il y a un volet qui est de mettre en évidence les belles réalisations. Et puis il y a un des aspects qui est de rendre plus attractive l'industrie, y compris pour les jeunes. Et là, il y a effectivement une revanche de l'industrie. Il y a 10 ans, tout ça était devenu ringard. Et aujourd'hui, on voit, j'allais dire, les jeunes nourris de numérique, tout d'un coup se passionner pour la fabrication. Et vous allez dans les Fab Labs, c'est vraiment étonnant. Ils redécouvrent, il y a quelques Fab Labs, ça ressemble à des ateliers, enfin c'est des ateliers très classiques finalement, comme il existe toujours, sauf qu'au lieu d'avoir des tours, il y a des imprimantes 3D, mais c'est la même logique. Les gens, et là il y a un enthousiasme, des gens qui arrivent avec leur clé USB, qui disent ah je vais fabriquer mon truc. Et du coup, l'attractivité de l'industrie, alors en plus, il y a d'autres secteurs qui sont allés plus en dessous, donc tout ce qui est bancaire et financier avait attiré beaucoup les ingénieurs, les attire moins maintenant. Et donc là, il y a un regain d'attractivité, et ça, c'est très positif. On organise chaque année la semaine de l'industrie. On a vu encore des chiffres de croissance, on a plusieurs centaines de milliers. Je crois que c'est 450 000 visiteurs la semaine de l'industrie. Hein. On n'en parle pas beaucoup dans les journaux, parce que les journaux, ils parlent, enfin, je veux dire, les grands journaux par la tribune, évidemment, mais la presse, la grande presse ne parle pas de ce qui se passe sur le terrain. Mais là, c'est 450 000 la semaine de l'industrie, hein, c'est pas rien. Il y a des écoles qui vont visiter des usines, qui vont visiter tout un tas d'endroits, c'est très, très, très positif. Vous travaillez avec l'éducation nationale? Oui, on travaille très bien sur le terrain, typiquement des événements comme la semaine de l'industrie, ça marche très bien parce qu'en fait c'est basé sur le volontariat ou le partenariat entre une usine et un collège ou un lycée, et donc ça se fait spontanément, et en revanche il ne faut surtout pas... Au niveau du mammouth, c'est un peu plus dur. Non mais attendez, moi je viens de l'éducation nationale, j'ai commencé en étant prof. Simplement, on a une éducation nationale, on a fait le choix d'avoir une éducation nationale. Mais ça n'empêche pas qu'on peut faire des initiatives au niveau local. Et donc ça marche. Non, après, faire évoluer les cursus, les curriculums, comme on
dit, c'est un challenge, et c'est pour ça que je disais qu'il faut commencer par tout ce qui est apprentissage, CFA, ce qui est le plus proche du monde de l'industrie. Vu de Pékin, dont vous revenez, parce que vous avez parlé d'industrie et d'usine du futur là-bas, comment est-ce que les choses sont vues? Ça va être une bataille mondiale, ça va être des enjeux. Bon, on voit bien les Allemands veulent défendre leur industrie intermédiaire, ils sont plutôt dans une logique d'offre, je dirais, on en reparlera tout à l'heure. La France, avec son retard, est plutôt dans une logique de demande, elle doit s'équiper. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils disent? L'Allemagne est dans une logique d'offre de machine-outil. Ouais. Nous, on est dans une logique d'offre numérique globale. D'accord. Défendez la France. Non, mais on n'est pas là juste... Lutter contre le pessimisme. Il faut savoir rentrer dans la complexité des choses. Oui, on a besoin de se moderniser en robots, donc les entreprises françaises vont acheter des robots, mais d'abord il y a un certain nombre de robots qui sont fabriqués en France, il y a des imprimantes 3D qui sont issues d'entreprises françaises. Bon. Mais surtout, c'est pas que ça l'industrie du futur, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Quand vous voyez la digitalisation d'une entreprise, il y a tout un tas de sujets, et là on a de l'offre si vous voulez. On a dans le big data, dans le numérique, dans tous ces sujets-là, dans le logiciel, et dans le mariage entre j'allais dire le hard et le soft, on a des atouts. Et donc on compte bien vendre des choses, et je peux vous dire que les Dassault Systèmes, tous ces gens-là, ils vendent bien. Hein, ils vendent bien. Alors vu des Chinois... Alors, vu les Chinois, donc oui, c'est la bataille, ça c'est clair. Alors les Chinois, ils ont décidé, c'est la première fois que le G20, donc le G20 c'est en septembre, hein, c'est donc la Chine qui a la présidence du G20, c'est la première fois qu'un pays du G20 décide de mettre un sujet industriel à l'ordre du jour. Le G20 était d'habitude sur les sujets globaux, financiers, les marchés financiers, les marchés, bon, le macro-prudentiel et toutes ces choses-là, ou l'environnement d'ailleurs. Mais là, ils ont décidé de mettre industrie du futur, innovation, digitalisation. C'est eux. Alors, ils l'ont décidé pour des raisons en partie de politique intérieure, c'est-à-dire montrer que la Chine est en pointe dans l'innovation, dans la transition. Mais aussi pour pouvoir échanger avec les uns et les autres. Et donc quand on fait le tour de table, au G20, la plupart des pays, en effet, s'y mettent. C'est donc une compétition. C'est une compétition entre entreprises avant tout. Ça sera aussi entre gouvernements, on a décidé d'échanger sur nos bonnes pratiques, d'échanger sur des sujets comme les standards, d'échanger. Bon. Alors, on fera des choses au niveau du G20, c'est pas non plus donc il y aura de la concertation dans le G20, il y aura des échanges de bonnes pratiques. Pour être de manière réaliste, c'est pas forcément dans cette ère de coopération-là qu'il est le plus facile de faire des programmes concrets. Alors les programmes concrets, c'est le bilatéral et l'européen. Donc bilatéral, je ne vais pas rentrer dans le cas allemand puisque c'est la prochaine table ronde, mais on a un partenariat donc, avec les Allemands, qui a commencé déjà depuis 6 mois et qui s'est traduit d'ailleurs lors de la foire de Hanovre par la signature d'un accord entre les deux plateformes. On a des liens avec un certain nombre d'autres pays européens, avec l'Italie, avec le Royaume-Uni, en bilatéral. Au niveau européen, évidemment, l'aspect communautaire est très important. J'étais juste après Pékin, j'étais hier à Bruxelles avec la directrice générale donc, de la DG Croissance, donc, donc l'Union européenne a annoncé son plan de digitalisation de l'industrie il y a 15 jours. Et donc on travaille évidemment au sein de cette ère-là avec 2 volets importants de notre point de vue. Premièrement, que l'Europe consacre des fonds Horizon 2020, donc programme, ce qu'on appelait avant le programme cadre de recherche et développement, donc tout ce qui est recherche sur ces sujets-là, l'industrie du futur. Et deuxièmement, les normes, les standards, qui est évidemment un sujet central, sur lequel il y a beaucoup à faire et sur lequel beaucoup se positionnent. Les Japonais, les Coréens, donc les Chinois, on a une coopération aussi avec les Chinois, les Japonais, Coréens ont aussi un programme, donc tous les pays, mais non, tous les grands pays industriels s'y sont mis. L'Allemagne est partie avant tout le monde, donc le retard en fait il n'est pas que français par rapport à l'Allemagne, mais leur programme est quand même à une base plus étroite que le nôtre, c'est-à-dire qu'il ressemble plus à ce qu'était avant usine du futur.
Absolument, on en reparlera de toute façon dans la prochaine. Et en revanche, je peux vous confirmer que les Chinois mettent vraiment le paquet. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu hier, une entreprise chinoise a annoncé qu'ils voulaient racheter le fabricant de robots KUKA, qui est un des principaux fabricants de robots au monde. On va voir comment ça réagit en Allemagne, mais c'est quand même un peu un tremblement de terre. Quoi, hein. Absolument. C'est l'actualité. Alors, j'ai pas parlé des Américains. Oui. Donc, les Américains ont un programme qui est dérivé en fait du programme qui avait été lancé American par Advanced Manufacturing. Voilà, c'est le président Obama qui a lancé ça lors de son premier mandat d'ailleurs. Ça avance lentement en fait. Ça avance lentement parce que le Congrès bloque tout, comme souvent aux États-Unis. Donc ils ont eu beaucoup de mal à avoir les fonds. Ici, ils sont mis. Là, je parle des programmes fédéraux. Hein. À côté de ça, il y a des programmes au niveau des États. Et là, ça marche beaucoup. Et puis évidemment, les entreprises, les grandes entreprises du numérique, pas simplement les Google, mais aussi Microsoft, Cisco. Tous ces acteurs-là investissent massivement. Bien sûr, et tous les grands acteurs de l'industrie. Raphaël, je voulais dire. En complément, juste en réaction sur la Chine, je crois que d'abord, il est effectivement raisonnable de partir du principe que la Chine est un concurrent féroce dans tous les domaines et qu'ils vont très vite. Mais c'est aussi des opportunités très intéressantes. Nous, dans le sujet de l'impression 3D, on a un partenaire chinois avec lequel on développe un certain nombre de machines et qui nous permettent d'aller plus vite et d'élargir notre portefeuille de produits. Et ce n'est pas un partenaire chinois qu'on va chercher pour ses capacités à fabriquer des machines de faible qualité, pas chères. Non, non, c'est parce qu'il a une technologie très intéressante. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi une formidable opportunité en termes de marché. Nous, la Chine est le premier marché export de très loin, c'est-à-dire qu'il doit être 3 fois plus gros que le deuxième pays. L'intérêt aussi de cette menace, opportunité, c'est que tout va plus vite. Les investissements se décident plus vite, compétition, etc. Mais au final, je pense que c'est quand même une opportunité dont il ne faut pas avoir peur et pas simplement la voir comme une menace. Il faut y aller, c'est tout. C'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué quand on est une toute petite entreprise, mais au final, je pense que c'est quand même plutôt positif et que surtout, on ne peut pas faire l'économie de s'y intéresser, soit en termes de partenariat, soit en termes de conquête commerciale. Pour terminer, gardez le micro, il y a un petit échange peut-être avec François Brumand pour rester sur l'impression 3D. Faites-nous un peu rêver sur le futur de ces technologies. On en connaît aujourd'hui les atouts, il y a quand même un certain nombre de limites sur certains matériaux où il y a une question notamment dans l'industrie de tester la résistance sur la durée d'un certain nombre de ces technologies. Est-ce que, à la fois d'un point de vue industriel, certains industriels disent aujourd'hui c'est pas tout à fait au point par rapport aux besoins, mais ça pourrait venir, est-ce qu'on va avoir quelle va être la cadence des progrès, et puis par rapport aux technologies, aux matériaux, si on fait un peu de prospective fiction, à 10-15 ans, qu'est-ce qu'on saura faire qu'on ne sait pas faire aujourd'hui? Alors, le sujet est vaste et je suis bien incapable de brosser un portrait exhaustif, donc j'ai plutôt envie de choisir quelque chose qui, à mon avis, nous touchera tous et de manière assez visible. Moi, je suis assez prêt à parier que d'ici 5 ou 10 ans, on aura la totalité de notre corps, enveloppe extérieure et interne, scannée. Aujourd'hui, les technologies le permettent tout à fait, et que ce soit pour les accessoires, des lunettes, des chaussures, des vêtements, pourquoi pas, mais aussi pour la réparation d'organes, je pense aux os, bien entendu, mais peut-être dans une deuxième étape, la réparation ou des opérations de chirurgie assistées par des modèles numériques imprimés. Je pense que là-dessus, on va avoir vraiment des bouleversements visibles très intéressants, et ça pourrait aller assez vite. Vous n'allez pas imprimer un homme quand même, rassurez-vous. Non, mais des petits morceaux. C'est déjà le cas. Hein. On a un client. Pas quel goût. C'est déjà le cas. On a un client qui aujourd'hui utilise une de nos machines qui imprime des céramiques, qui imprime une céramique biocompatible de l'hydroxyapatite, qui est utilisée pour des opérations de comblement osseux, remplacer des os malades ou des os manquants. Donc ça existe déjà. C'est pas de la science-fiction. Et un autre exemple plus anecdotique mais en volume tout aussi intéressant, aujourd'hui on peut scanner l'empreinte du pied pour imprimer des semelles à la morphologie de chacun. Ça peut être un détail, mais peut-être que dans 5 ans, le contraire nous semblera tout à fait surprenant, c'est-à-dire de ne pas avoir des chaussures exactement adaptées à notre morphologie. Sachant que c'est finalement plus simple et à mon avis moins coûteux que les technologies actuelles. Donc ça, je pense que nous, au quotidien, et je ne parle pas de l'industrie où il y a aussi d'autres bouleversements, mais nous, au quotidien, on verra effectivement assez rapidement des bouleversements de ce type. Je ne l'ai pas dit, mais vous êtes un athlète complet, vous faites le triathlon Ironman, comme on dit. Est-ce que vous allez avoir le vélo imprimé en 3D, les chaussures imprimées en 3D pour faire Alors, cette... Je préférerais ça plutôt que d'avoir
des rotules ou des hanches imprimées en 3D. C'est plutôt ça qui me guette en termes de risque dans ce domaine-là. Voilà. Peut-être un mot aussi sur la convergence possible entre ce que vous venez de dire et la robotique. On parle beaucoup de robotique à visage humain. Est-ce qu'on va aller, sinon imprimer un homme, en tout cas imprimer des machines qui auraient une morphologie qui nous ressemblerait, peut-être plus facile aussi d'être en relation du coup pour l'homme avec la machine. Plus que la complémentarité de ces technologies, j'ai envie juste de faire un constat, c'est que je pense que ces technologies-là ne font plus peur. Je pense que le débat robot, tueur d'emploi, commence à être derrière nous, heureusement. Il y a encore quelques poches de résistance. Et plus généralement, toutes ces technologies commencent à être vues effectivement comme des opportunités intéressantes. Elles doivent entrer dans l'entreprise du futur, dans l'usine du futur. Moi, je suis assez positif sur cette thématique-là. François Brunant, sur le futur, deux mots. Bah moi j'espère que le futur il est juste à l'étage du dessus dans l'exposition, je vous invite à visiter. Voilà, mais je pense en tout cas le choix qui a été fait sur la 70, à peu près les 70 projets qui sont présentés, c'est à chaque fois de mettre en exergue en fait justement une dimension novatrice. Et je serai plus à même de vous présenter ça dans l'exposition. Et je tiens juste à dire que c'est en fait, comme monsieur le rappelait, il faut effectivement, on peut avoir des attentes sur les matériaux et sur l'évolution des technologies, on va dire, de fabrication additive. Mais l'enjeu est vraiment plus transversal et celui de la chaîne numérique complète. Et c'est vraiment là qu'on doit travailler. C'est là que j'aimerais trouver des exemples qui font rêver. Mais c'est vraiment, ce n'est en tout cas. Par rapport à la discussion qu'on peut avoir d'une certaine façon, l'impression 3D, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Il faut vraiment qu'on prenne conscience en fait de tous les enjeux culturels et même culturels d'organisation du travail et à quel point en fait ça peut impacter nos industries. Donc il faut faire attention aussi aux exemples comme ça qui seraient juste en fait ah ben oui mais oui on peut un tel fait ça comme ça. Je trouve l'exemple plus ou moins intéressant alors que c'est surtout la façon dont cela est réalisé, donc voilà, ça s'interroger. Benjamin Galzo, dernière. Oui, je rebondis là sur les robots. Il y a eu une évolution très significative, c'est-à-dire qu'il y avait avant une séparation nette entre, j'allais dire, le robot industriel, qui était le robot qu'on voit dans l'automobile ou dans les grandes chaînes d'assemblage, et puis le robot qu'on appelle de service, qui était censé avoir une forme humanoïde. Bon, aujourd'hui, il y a tout. Alors d'abord, les deux mondes ont convergé. Puis les robots, vous en avez toutes sortes. Vous avez des robots qui n'ont pas de forme corporelle, qui sont juste des algorithmes. Pour ça, il y en a partout. Vous avez des robots qui font de la logistique, donc qui transportent des pièces. Vous avez des robots qu'on appelle des cobots, qui travaillent avec, donc qui ressemblent un peu à des robots industriels ou à des aides d'extension de force ou de puissance du travailleur. Vous avez des robots humanoïdes dans le monde industriel. Enfin, donc vous avez de tout. Évidemment, c'est une composante très importante d'industrie du futur et ils vont se développer, ils vont continuer à travailler de plus en plus avec l'humain. Là aussi, c'est un impact dans le monde du travail parce que auparavant, vous aviez une frontière entre l'humain et le robot. Il va de plus en plus y avoir une collaboration. Donc travailler avec un robot, ça pose tout un tas de questions. Il faut pouvoir interagir avec lui, il faut que l'homme et le robot se comprennent quelque part. Et c'est des robots qui apprennent, hein. C'est des robots d'intelligence artificielle. Donc ils ne sont pas programmés une fois pour toutes à faire la même chose. Ils vont apprendre à travailler avec tel ou tel opérateur. Donc d'ailleurs, quand on leur changera d'opérateur, il faudra qu'ils réapprennent à travailler avec un collègue robot. Il y a ça dans beaucoup de livres de science-fiction. On a mais c'est pas vrai, ça existe déjà. Asimov racontait ça. On interviewe un psychiatre qui travaille sur le sujet de relations homme-robot dans la tribune. C'est intéressant cette dimension. Je crois qu'on arrive au bout de notre premier débat. Est-ce qu'il y a quelques questions immédiates dans la salle? Oui, monsieur, peut-être des questions adressées à une personne en particulier pour que ce soit précis. Peut-être plus particulièrement en vous présentant. À M. Gorget, Éric Fondant, situant. Je voudrais savoir quelles sont les matières qui sont actuellement disponibles pour la fabrication additive. Merci. Et quelles sont celles qui ne le sont pas. Et en particulier, en vous écoutant, j'ai l'impression que nous restions aux produits haut de gamme, à petite série. Alors, ma question peut être résumée de la manière suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Alors.
Oui, en une minute. Allez, deux. Alors, Un grand nombre de plastiques dont les performances augmentent sans arrêt, se diversifient en termes de résistance mécanique, thermique, de biocompatibilité, se développent. Et ça continue. On a une très bonne piste là-dessus. On peut imprimer de plus en plus des céramiques, tout type de céramique, également des métaux. Là-dessus, la plupart des métaux, en tout cas une grande partie des métaux, peuvent être imprimés. Donc ça donne un spectre assez large. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est les multimatériaux avec des propriétés mécaniques ou physiques, les fibres, des choses comme ça, assez difficiles à mettre en œuvre pour l'instant. Et pour parler de pièces uniques ou grandes séries, aujourd'hui, l'industrie des prothèses auditives est passée intégralement en impression 3D. Ce sont des dizaines de millions d'objets qui sont fabriqués. Chacun sont uniques, mais on parle quand même de séries. Ou dans la bijouterie, pour revenir sur le thème du luxe ou du design, un client utilise une de nos imprimantes pour imprimer plusieurs milliers de modèles de bagues par jour, puisqu'à chaque modèle en cire correspond une bague, un moule puis une bague. Donc on est déjà dans des volumes assez importants et ces chiffres augmentent à la faveur des progrès, de la productivité des machines et de la baisse des coûts. Donc on n'est plus du tout dans la série. Ce qu'on ne pourra pas faire, à mon avis, immédiatement, où ça n'aurait pas d'intérêt, c'est les petites pièces plastiques injectées à très faible valeur. Aujourd'hui, il n'y a pas matière à ça. Je ne pense pas qu'on les remplacera. Les techniques d'injection restent aussi très efficaces. Par contre, elles seront peut-être remises en question si jamais cette idée de standardisation et de faire des centaines de milliers, voire des millions de pièces identiques venait à passer un petit peu de mode. Voilà la limite aujourd'hui. La limite est quand même le coût de la pièce unitaire. Les industries de l'aéronautique, du médical, du spatial s'y prêtent assez bien. Le prix unitaire de la pièce automobile de série installée en première monte réserve encore l'impression 3D à des applications très très pointues. Par contre, la pièce détachée, oui, s'applique assez bien aussi. Donc un spectre d'applications assez large. Une autre question. Excusez-moi. Bonjour, Yann Dendel, Airbus Group. J'avais une petite question, notamment pour M. Benjamin Galzo, concernant la certification des pièces 3D utilisées dans l'aéronautique. On sait que c'est un milieu qui est très demandeur en certification. Ça peut prendre énormément de temps d'avoir des certifications pour des pièces imprimées en 3D. Est-ce que ça représente une limite? Et j'aurais aimé avoir un état des lieux sur la question. Alors oui, ça représente une limite. Ceci étant, comme vient de le dire Raphaël, les industriels de l'aéronautique s'y sont mis et ça ne date pas d'hier, hein, ça fait déjà plusieurs années qu'ils travaillent dessus. Moi, j'ai pas d'inquiétude particulière. Il y a des procédures de test, elles prennent un certain temps. De toute façon, ça se prête plutôt à des nouvelles séries, des nouveaux avions, donc c'est pas forcément pour tout de suite. Donc pour moi, sur les pièces à haute valeur ajoutée dans l'aéronautique, il y en a beaucoup. Très clairement, on va voir de l'impression 3D. Je ne suis pas un expert en métallurgie, donc je ne peux pas vous garantir aujourd'hui que ces pièces ont les mêmes caractéristiques en durée de vie ou des choses comme ça, mais je ne vois pas de raison a priori pour le fait que ce ne soit pas le cas. Et surtout, on a des procédures de test qui sont parfaitement connues, érodées. On a des centres de test comme le CEAT à Toulouse qui vont faire ce genre de choses. Et donc dans notre programme, alors Philippe disait on ne comprend pas bien le 34 plans, tous ces trucs-là, c'est compliqué. Bon, ok, c'est un peu compliqué, mais typiquement, voilà, on a un sujet aéronautique, on a une solution transport du futur dans lequel il y a un volet aéronautique, et donc elle travaille main dans la main avec l'industrie du futur, et on a un programme usine du futur dans l'aéronautique, dont l'impression 3D est un volet. Donc, comme l'aéronautique est devenue une part quand même très importante de notre industrie, très dynamique et qui a l'habitude d'investir, quelque part ils se sont mis en pointe. Et donc sur ce sujet-là, mais comme sur d'autres, la robotique, le big data, tous ces sujets-là, l'aéronautique est très en pointe et je pense que l'impression 3D aura un volet. Alors après je rejoins ce que dit Raphaël, il y a des domaines, si on fait une voiture par exemple, on veut faire la porte, on ne va pas faire la porte en impression 3D. Aujourd'hui, il y a une feuille d'acier, crac, il y a une presse, on ne va pas s'amuser à faire ça en impression 3D. Bon, mais en revanche, il y a quand même beaucoup de domaines de l'industrie où il y a une place pour l'impression 3D et qui avance. Parce qu'à Hanovre, moi, il y avait une machine qui faisait de l'impression de 3D avec des fibres. Alors, je ne sais pas exactement comment c'était, mais
c'était un nouveau type d'imprimante 3D qui apparaissait, et je crois qu'on n'a pas encore tout vu. Une réponse de Raphaël, et rapidement, mais il va falloir qu'on passe à un deuxième tableau. Voilà. Plus l'aéronautique, l'année dernière, on a imprimé, nous, 5000 pièces métal et à peu près 15 000 en plastique. Une grosse partie de ces pièces sont dans des aéronefs. Donc ça existe déjà. François, allez, un mot, ça sera la conclusion pour cette table. Non, bah c'était ce que je voulais ajouter, mais sans être même acteur, mais pour travailler avec des gens qui le font aussi. Il ne faut pas, dans votre question, faire attention à ne pas penser que c'est à venir, en fait. L'industrie aéronautique s'est emparée finalement depuis plus de 30 ans de ces moyens-là, et il y a aujourd'hui déjà des pièces qui volent. Donc il y a déjà des matériaux plastiques, en fait, auto-extinguibles qui sont certifiés. Donc c'est sûr qu'on ne sait pas encore faire l'avion encore entièrement. Et il y a aussi, et puis ce qu'il faut voir, voilà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des pièces qui ne font pas encore sens aujourd'hui. Mais la certification est déjà à l'œuvre, et déjà, donc je suppose que les pièces dont vous parlez, en fait, elles avaient été certifiées. Donc c'est déjà, voilà, c'est déjà une réalité, en fait. Bien, merci à tous les trois. On va vous proposer de quitter le plateau. Bravo. Nous allons passer à la deuxième table ronde sur les usines du futur et l'industrie.